Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un gros point sur BTC principalement. Il n'y aura pas d'altcoin et on va faire donc du coup un petit peu d'Elliott Wave, un petit peu d'autres indicateurs, peut-être un peu de Wyckoff. On va aller voir, on va aller analyser comme d'habitude le fondamental et le Dixie, donc le dollar index. Voilà, donc ça va être une vidéo assez complète sur Bitcoin aujourd'hui. On passe en partage d'écran. J'en profite pour dire à ceux qui aiment bien le contenu de la chaîne, etc., de surtout pas hésiter à mettre un like, s'abonner, activer la cloche des notifications et éventuellement nous rejoindre sur le Discord dont le lien sera en description. À partir de là, on est donc sur le Bitcoin face au dollar en daily et je vous ai affiché donc le parabolique SAR, PSAR, qui est un indicateur qui a été créé par la même personne qui a créé le RSI, Wilder. Et donc du coup, ici, vous voyez qu'on avait un point d'achat là qui s'était dessiné et il a été annihilé par ce point de vente là qui dure ici depuis quelques jours. On a eu plutôt des tendances claires là sur je parle de cette zone d'accumulation là. On a eu plutôt des tendances claires et là vous voyez que, ce que je veux dire c'est que les zones de parabolique SAR ont été assez élargies et là vous voyez qu'on a deux signaux contradictoires, ce qui pourrait indiquer un mouvement violent dans un sens ou dans l'autre. Bon, évidemment, vous allez me dire, quand il y a peu de volatilité, il y a beaucoup de chances qu'elle revienne et c'est tout à fait comme ça que c'est tout à fait ça que j'analyse à l'instant T, c'est-à-dire que ça a à la fois aucune valeur, on pourrait bien entendu latéraliser pendant un moment, mais ça marque ici une grosse indécision du marché. On pensait ici partir sur un buy assez long et en fait on a été annihilé par ce signal de sell ici avec cette grosse baisse d'il y a maintenant 2 jours. Donc, on va enlever le parabolique SAR et on va essayer de regarder un petit peu l'action de prix. Qu'est-ce qui s'est passé pour le moment? Donc, vous voyez qu'on est sorti là de cette résistance là oblique qui n'est pas très compliqué de voir. Hein. Je crois que la plupart des traders et des youtubeurs en parlent. Ici, on a fait un pullback dessus, enfin un throwback par le bas, et puis on s'est fait rejeter violemment. Et puis là, on est en train d'essayer de revenir. Refaire un petit tour dans cette figure-là, essayer de voir un petit peu comment ça peut se passer. Pour l'instant, on bute sur ce qu'on appelle le point de contrôle, c'est-à-dire que ici au 39 200, vous avez l'endroit où dans ce range, vous voyez que si j'affiche que le range, c'est l'endroit où on a fait le plus de business, d'accord? Alors buter dessus, ça voudrait dire potentiellement redescendre jusqu'en bas de ce qu'on pourrait appeler le range, en tout cas ça voudrait dire faire un spring, voilà, en Wyckoff et éventuellement retaper ici la borne basse, à savoir 33 ou 35, voire en dessous, et passer au-dessus de ce point of control. Alors ça peut être aujourd'hui comme demain, enfin c'est la question en fait elle est simplement puisque vous voyez que là on était passé en dessous du point de contrôle, on est repassé au-dessus, etc. Il faut bien entendu que ça soit quelque chose de franc. Mais là on voulait pas y aller, là on y allait plein badin, voilà, 180 km/h en descente, là c'était un vrai touchous, et puis là pour le moment on est en train d'essayer de batailler avec. Donc pour moi ici c'est une zone assez importante au sens où si on arrive à repasser au-dessus, on a peut-être des bonnes chances de revenir à des niveaux plus importants. Encore que moi je vois pas un range ici en soi, mais le point de contrôle dans une zone d'accumulation est toujours relativement intéressant. Pourquoi? Parce qu'il peut vous donner cette idée, est-ce qu'on va aller faire un spring ou pas? Il y a deux sortes d'accumulation, il y a deux sortes de patterns d'accumulation en Wyckoff. Il y a les patterns d'accumulation avec un spring, c'est-à-dire que vous avez un premier test, un deuxième test en phase B, et puis ensuite un spring, ou alors vous avez des patterns d'accumulation de Wyckoff où le spring n'a pas besoin d'avoir lieu. Donc ça, c'est un petit peu la grande question du moment. Est-ce qu'on va faire un spring en dessous des 33 000? C'est un petit peu ça l'idée, hein. Ou alors, est-ce qu'on n'en aura pas besoin? Est-ce que le marché n'aura pas besoin de ça? Est-ce que la cause est créée? La cause étant l'aspiration entière de toute l'offre à ce prix-là pour ensuite initier un rallye haussier.
Donc voilà un petit peu pour tout ce qui concerne Wyckoff. J'ai fait des modifications sur le son. Vous me direz si c'est mieux ou pas. En fait, je regarde pas mes vidéos moi, mais ma femme m'a dit, j'ai regardé une vidéo à toi et on dirait que t'as un souci de langage, c'est-à-dire que tu dis pas bien les S, etc. Et en fait, j'ai trouvé c'était mon micro qui faisait, il y avait un réglage micro qui supprimait les S et que j'ai du coup enlevé. Donc vous devez entendre beaucoup plus la pièce, etc. Enfin, je vous raconte ma vie, vous en avez sûrement absolument rien à carrer, mais c'est pas grave, je vous raconte un peu toute ma vie. Vous me direz en tout cas si c'est mieux le son ou pas en commentaire, ça serait vraiment sympa. J'ai du mal à être objectif là-dessus. Ensuite, donc du coup, on est toujours sur BTC USDT. Je vous expliquais un petit peu là où on en est en chartisme. Si on réintègre la figure, et ben ensuite, je pense qu'on modifiera un petit peu ce triangle ascendant là, puisqu'il a cassé en haut et en bas maintenant, donc on va dire qu'il perd un petit peu de sa force. Il était très puissant ici à ce niveau-là quand on est venu casser, faire le pullback, mais malheureusement on s'est retourné. On a retraversé la figure dans son ensemble, donc peut-être qu'on va essayer de trouver quelque chose qui sera plutôt de l'ordre du biseau. Voilà, en tout cas on en reparlera ça de toute façon un petit peu plus tard. Pour l'instant, vous voyez que vous avez une résistance oblique et une résistance horizontale à passer. On a d'autres points ici, des checkpoints à passer sur la route, si jamais on repart aussi ici. Avant-hier, enfin hier j'ai fait la vidéo, on devait être par ici, enfin je sais plus exactement. J'avais annoncé potentiellement ici d'aller taper les 38,6 à nouveau. On est allé légèrement en dessous, hein. On est allé à 37,9. Tout simplement parce que pendant qu'a eu lieu ce rebond, il y a eu encore une fois énormément de longueurs qui sont rentrées et ça va me faire une magnifique transition pour le sentiment. Donc là on va faire le sentiment, on ira faire le fondamental en dernier je pense. Ouais, on va le faire comme ça aujourd'hui, ça sera pas mal. Donc le sentiment. Au niveau du carnet d'ordre, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pour moi, on n'a pas d'ordre à l'achat qui interviennent ici depuis ce rebond là ici au 37,7. Assez peu d'ordre à l'achat, assez peu d'ordre à la vente aussi. Donc ça revient un petit peu à ce que je vous disais par rapport au parabolique SAR, c'est-à-dire le marché n'arrive pas à trouver une direction réellement. On ne sait pas si ça va repartir complètement haussier ou si jamais ça va se retourner et descendre. Donc on préfère ne pas acheter tout de suite et on préfère ne pas vendre tout de suite. Il y a vraiment on va dans les deux sens. Dans 2 jours, on clôture un niveau d'option important puisque c'est un niveau de fin de mois. Donc ce sera pour le 29, quasiment 50 000 bitcoins et un max pain price qui désormais est autour des 40 000. C'est-à-dire que ça évoque plutôt une latéralisation jusqu'à vendredi ou en tout cas de rester ici dans les 40 000. On avait un strike au 42 en call. Donc ça veut dire qu'il faut potentiellement ici rester en dessous, voilà, peut-être être vers 41-42. Ce strike là ici en fait a relativement augmenté, il est en call, donc ça veut dire qu'on joue ici le BTC à la hausse, il faudra clôturer sous les 42, c'est pour ça que le max pain s'est déplacé. Vous avez beaucoup de monde qui ont joué BTC à la baisse. Ici on peut voir les options comme une assurance, c'est-à-dire que tous ces gens là peut-être ont placé tout simplement un long et ils prennent une assurance au cas où le prix diminue en achetant des calls. Donc ici, entre guillemets, et ça serait l'inverse pour ces gens-là qui ont ici envoyé des gros shorts et qui à l'inverse se hedge au cas où le prix part à la hausse, se hedge en achetant des calls plus hauts. Voilà. En tout cas, on a des bonnes chances quand même ici d'être entre 39 et 41 900 le vendredi ce vendredi à 9h, donc dans 2 jours à 9h. Ensuite, on continue ici. Alors là, c'est tous les altcoins. Vous voyez, sur tous les altcoins, on est beaucoup plus shorté que le reste. Encore que vous voyez ici que l'open interest diminue. Donc ça veut dire qu'on a plutôt déleveragé là ici et il ne reste plus que des shorters à prendre. Enfin, moi, c'est comme ça que je le lis. Là, ici, on réaugmente, donc on a un léger rebond au niveau des longues puisqu'on réaugmente l'open interest et le funding augmente aussi. Donc on pourrait ici sur les alts, puisque BTC parfois est utilisé pour nettoyer les alts, faire un tout petit dernier ressort vers le bas. Là on est sur IOTA, donc rien à voir. Ici on est sur BTC USDT et on va voir ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo. 24 avril, donc ça c'est toujours pareil, il veut pas sauver notre ami, donc c'est pas grave, on va enlever ce
celui-là, celui-là a été pris, celui-là aussi. Qu'est-ce qui nous reste depuis? Ici, on avait du short, ça a été pris. Ici, on s'est construit beaucoup sur le long, mais vous voyez qu'on a fait le mouvement dans l'autre sens, donc ça a été pris, hein, tous ces niveaux ont été pris aussi. Là, le dernier mouvement qu'on pourrait vouloir analyser, c'est d'abord ici, énormément de short, hein, vous comprenez. Donc là, j'enlève ce niveau ici qui a été pris. Ici, pas mal de short à partir de cette zone de prix-là. Donc on avait des shorts qui ont été ouverts à partir de cette zone de prix là, vous voyez, c'est ici que le funding se retourne complètement. Bon, c'est aussi parce qu'on nettoie du long hein, pendant ce dip là. Bien évidemment, il y a des contrats en long qui se ferment, mais vous voyez que l'open interest est plutôt stable. Donc ça veut dire qu'on a aussi des shorts ici qui viennent s'ouvrir, jusqu'à cette zone de prix là. Et qu'est-ce qu'a fait le prix? Vous voyez que comme quoi ça trompe pas, hein. Je veux dire que Coinalyze est vraiment hyper précis. On est venu chercher juste pile poil cet endroit où le funding se retourne là. Donc on vient au dollar près récupérer cet endroit là. Je vais pas l'enlever quand même parce que pour moi il n'a pas été pris très proprement. Ici réaugmentation du nombre de contrats sur une diminution du funding. Vous voyez là ici la tendance du funding elle est plutôt à l'ouverture de longue, hein, d'accord. Il y a les deux qui s'ouvrent en réalité, hein. C'est-à-dire qu'on est shorté ici mais timidement. Il y a quand même, en fait il y a plus de longue que de short qui s'ouvre. Donc qu'est-ce qui se passe? Cette histoire elle commence à peu près ici, donc on aura un niveau de longue à prendre à peu près ici, d'accord. Ensuite on augmente, donc tout ça c'était des shorts qui ont été pris hein, puisqu'on est monté. On augmente jusqu'ici et le climax on va dire de l'open interest, vous le voyez il est là, il est ici en longue. Là, niveau qu'on vient d'aller chercher à l'instant. Donc celui-là, pour moi, il est pris aussi, d'accord. Et puis à l'instant T, on est plutôt longué. Donc là, vous voyez que sur toute cette zone-là de latéralisation du prix, on a déleveragé énormément. Ça veut dire qu'il y a des positions qui se sont fermées, des positions qui étaient peut-être trop optimistes, qui se sont fermées, etc. Ça, c'est vraiment possible. Donc du coup voilà, ici on vient juste short squeezer cette histoire, là on n'a pas d'augmentation notable de l'open interest, mais on est quand même en longue, donc on va quand même noter ce niveau là comme étant potentiellement à prendre, et ici sur ce rebond, on se construit surtout sur du long, mais c'est pas flagrant, hein. Vous voyez que là en ce moment en fait le marché il a tellement été déleveragé dans tous les sens qu'on est peut-être sur cette zone où les longueurs commencent un petit peu à lâcher l'affaire, parce que vous voyez que le nombre de contrats ici diminue. Intéressant aussi, c'est que vous voyez que j'avais mis ces trois bornes de range. En fait, pour moi, on était dans un double range. Si par exemple je me mets en 1 heure, vous allez voir le moment où j'ai commencé voilà, à les mettre et à dire bon bah pour moi on est en train de se balader entre ces zones là là vous voyez qu'on a déleveragé très fort pile au moment où on a atteint les 8 milliards d'open interest. Donc gardez bien en tête que le prix se relâche à chaque fois qu'on atteint cette borne basse et parfois au milieu aussi, mais souvent quand on atteint cette borne basse, le prix se relâche, c'est-à-dire les market makers laissent faire en fonction du mouvement, le nombre de contrats réaugmente fortement, mais le mouvement se fait naturellement, et puis ensuite il y a intervention des market makers à partir du moment où on touche les 8 milliards d'open interest. Donc voilà, on va aller sur iBlock pour voir un petit peu une autre version, on va dire algorithmique, et une autre version un peu plus visuelle de tout ce que je viens de vous montrer à l'instant. Donc, qu'est-ce que nous dit iBlock? iBlock qui analyse les 5 derniers jours. On a un delta qui est plutôt en faveur des shorters ici. On a un gros long qui s'est ouvert à cet endroit-là, donc au moment où le prix se retourne, hein, et qui, ici, on a pris 2 niveaux. Vous voyez que si ce long a été ouvert en x50 ou en x25, ce long a été pris. On peut considérer que ce niveau-là n'est pas forcément à prendre, puisque le prix s'est retourné juste après. Donc voilà, ici, un petit x50 peut-être potentiellement à venir nettoyer, enfin un long qui vient de s'ouvrir là à l'instant, à venir nettoyer potentiellement soit à 38,4, soit à 37,6. Si on ne veut pas le laisser gagner. Et là, vous voyez que toute cette zone-là est celle où il y a le plus de valeur au niveau des shorters. Là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, là, mais ici, là, voilà. Et toute cette zone-là, elle pourrait nous emmener jusqu'aux 40 600. C'est vraiment bien possible qu'on vienne nettoyer cette zone de valeur-là. Est-ce qu'on va faire un petit tour avant jusqu'à cette zone de valeur-là, c'est-à-dire les 38 et ben ça, c'est ce qu'on va regarder après ensemble. Ensuite, petite analyse sur Kingfisher, qui est encore une autre manière de voir les liquidations. Ici, je voyais qu'on avait pas mal déleveragé, donc on va aussi aller voir sur CoinGlass. Ici, Kingfisher, lui, voit plutôt un retournement
Pardon, un retournement du prix pour venir aux 40 voire 41. Voilà, donc lui il nous dit là on est très près de cette poche de liquidité là. A priori, au plus on est prêt et au plus la narration le permet, c'est-à-dire que les market makers aident le Bitcoin à aller vers son chemin de moindre résistance. Si la tendance est à l'achat, ils vont pousser à l'achat de manière à prendre cette zone-là. Si la tendance est à la baisse, ils vont laisser un petit peu gagner. Tout dépendra du rapport, coût-avantage, voilà, enfin de à quel point c'est cher ou pas de manipuler le prix pour aller plutôt le chercher en bas ou en haut. Ici, on va juste regarder les liquidations. Je voulais voir s'il y avait un petit retour du CME. Sur la journée, moins 0,50, donc ça stagne. Ça marque le retour ou non des institutionnels sur Bitcoin. Ici, les datas de liquidation. Et vous voyez qu'on a quand même liquidé 300 millions sur les dernières 24 heures. Donc ça, c'est plutôt un joli score en termes de deleveraging. Là, on va peut-être pas regarder Grayscale aujourd'hui. On va juste aller voir vite fait les baleines. Les baleines, notre ami la baleine numéro 3, qui a racheté 500 BTC au prix de 40 500. Donc elle est plutôt acheteuse. Est-ce que Luna a racheté du BTC ici? Non, pas du tout. Elle est restée sur son prix d'achat des 40. Donc, je pense que Luna ici temporise un petit peu. C'est l'adresse maintenant numéro 18. Terra Luna, la fondation Terra Luna qui achète du Bitcoin pour backer ses investissements en Bitcoin. De quoi j'ai à vous parler maintenant? J'ai à vous parler des earnings. Les earnings, c'est tout simplement le moment où les entreprises publient leurs bénéfices du premier trimestre, c'est pour ça que ça se fait en avril, donc de janvier à mars. Hier, on avait Microsoft et Alphabet qui ont publié leurs earnings, et donc je vais vous faire là-dessus une petite, un petit aparté, voilà. Aujourd'hui, en gros, tech, on va dire autour d'Internet, etc., on aura Meta, donc Facebook, et on aura PayPal qui vont publier leurs earnings. Après, c'est que de la télécom, principalement, et de l'aéronautique qui va publier aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des earnings de Microsoft hier? Très très bons earnings. Vraiment des earnings qui sont vraiment plutôt bons, voilà, surtout par rapport au contexte. Donc du coup, Microsoft qui a gagné pas mal d'argent sur ce premier trimestre, et je crois que son action a pris dans les 6% aujourd'hui. On va la regarder ici. Microsoft ici. Oui, voilà, on est à plus 7%. Vous voyez que ça ouvre haussier parce que, en fait, les résultats ont été publiés hier soir, mais after hours, c'est-à-dire off market, c'était après la fermeture des marchés. Et là, on a ouvert très haussier, donc on a fait un gap et on a fait un plus 7%. À l'inverse, on a quelqu'un qui a publié des résultats hier et qui s'en sort pas trop bien aujourd'hui et qui a ouvert baissier. C'est notre ami Google. Google a perdu de l'argent. Alors, je sais pas si je l'ai. Meta Earnings. Non. Bon, c'est pas grave. Google a fait des earnings qui étaient beaucoup moins bons que ce qu'il était prévu. Il n'a pas touché ses objectifs. Vous voyez, le petit E que vous voyez là sur TradingView, c'est le jour des earnings. C'était donc hier. Et il a publié aujourd'hui des earnings qui n'étaient pas très bons. Donc, il a beaucoup baissé aujourd'hui. Et là, il est en train de faire la remontada, potentiellement pour venir peut-être combler ce gap. Voilà pour les earnings d'hier. Donc, on en avait un bon et un pas très bon. Et qu'est-ce qu'on a encore comme earnings à venir? Je vous ai parler de ceux de demain, et si j'oublie après-demain, du coup comme ça vous aurez Apple, Amazon et Mastercard qui vont publier jeudi, d'accord, et vendredi on aura surtout, on va dire, du secteur énergétique qui va publier. Donc voilà. Ensuite, de quoi je voulais vous parler aussi, j'ai complètement zappé bien entendu. Je voulais vous parler du Dixie et des taux, mais d'abord on va parler alors une news un peu anecdotique quand même. L'État de New York qui passe une nouvelle loi comme quoi les mineurs de BTC ne pourront, les nouveaux mineurs, les nouvelles ASIC qui seront mis en place ne pourront utiliser que de l'énergie verte. Effectivement, New York, en fait, n'est pas producteur d'énergie. New York importe beaucoup des autres États. Donc, du coup, ici, ça nous dit que il y a une volonté de New York, tout simplement, de rendre Bitcoin, si jamais il est miné dans son état, plus vert. Et ça influe sur quelle société? Principalement Marathon. Marathon qui pourtant n'a pas été ici très baissier, mais Marathon qui,
Marathon qui plutôt bon, qui de toute façon a beaucoup corrigé ces derniers temps, hein, avec la correction de Bitcoin et avec voilà tous ces, vous voyez qu'ici on perd un support, Marathon qui est un petit peu ici vers le bas, 17,30 $, mais qui potentiellement aujourd'hui n'a pas forcément plus chuté que ça. Alors la news est sortie hier, donc ça a peut-être influé ici sur cette bougie là, le fait que Marathon désormais qui est dans l'état de New York ne pourra miner que sur de l'énergie verte. C'est anecdotique comme news, mais je voulais vous en parler. Donc ce soir on a, je vous l'ai dit ça, Meta qui publie ses earnings. Ensuite, à partir de là, on va revenir sur le prix de BTC. On va refaire un petit peu d'analyse technique. Tout simplement, d'abord en Elliott Wave. Alors on est à combien de temps là? On est à 20 minutes. Alors d'abord on va faire le dollar index. Donc on va réfléchir un petit peu au dollar index. Le dollar index qui est en train de nous imprimer un superbe W. Qui n'a pas encore cassé, hein. Le W commence à casser là ici, mais le vrai, puisque là on était en dessous, le vrai moment où le W casse, c'est celui où on aura passé les 103,86 $. Dollar index qui est en train de nous faire un joli W, et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire que soit on a une tendance ici qui se casse, et donc à partir de là on corrige. Ça, c'est une possibilité. C'est-à-dire qu'en fait, ici on fait un triple top et puis s'en va. Ça, c'est une première possibilité. Si c'est le cas, là je vous le dis, pour le coup, méga bull run. Parce que pour vous donner un exemple, le plus haut ici du dollar, là c'est mars 2020. Je sais pas si vous voyez, mais ça a été quand même le début d'un sacré bull run, même s'il y a eu sell-off, après il y a eu bull run. Et celui de juste avant, où Dixie corrige, c'est tout simplement décembre 2016. Décembre 2016, si je vais sur le prix du BTC, vous allez comprendre que c'était un autre bull run pour nous. Hop, décembre 2016, oui voilà, on est au début de ça. Alors là, il n'y avait pas encore du SDT, mais bon, vous comprenez, voilà, je vais pas faire 50 charts pour vous montrer ça, mais c'est également un début de bull run. Donc soit Dixie ici nous fait une jolie correction, ce qui pourrait sincèrement être le cas, soit il pose son W, et alors là pour le coup c'est pas bullish du tout pour Bitcoin, parce que ça nous emmènerait le dollar index sur cette autre résistance ici, qui est à 111, donc vous comprenez que là on était à 89, donc on reprendrait quasiment la même chose dans les dents. Donc voilà, très intéressant à regarder je trouve le Dixie pour suivre un petit peu la tendance. Si vraiment il y a un fort retournement, là il est complètement en parabole, hein, il est on fire. Pourquoi il est on fire? Tout simplement parce qu'il y a une grosse indécision sur les marchés. Et pourquoi il y a une grosse indécision sur les marchés? À cause des taux, de la hausse des taux de la Fed plus la guerre en Ukraine. Et donc du coup les gens sont en attente en fait. Ils gardent du dollar, ils gardent leur dollar, ils le changent même pas dans leur propre devise ou quoi que ce soit, etc. Ils sont en attente avec tout ce cash qui attend de re-rentrer quelque part si jamais on a un signal qu'on peut re-rentrer. Donc quel serait le signal? Déjà tout simplement, vous comprenez ici que Dixie il est exactement au niveau de mars 2020, le moment où on a commencé à imprimer 80% de la masse monétaire actuelle en dollars. Donc le moment où ici on a fait cette grosse impression. Donc en fait Dixie a déjà anticipé une hausse des taux de la Fed à quasiment 3%. C'est-à-dire que avant même qu'on soit arrivé aux 0,5%, et je vais vous montrer les taux de la Fed pour vous expliquer le fond de ma pensée, les taux de la Fed, les voilà. Vous voyez qu'en décembre 2016, on était sur une augmentation des taux, néanmoins diminution du dollar, ok ? Donc ça c'est pas forcément lié, d'accord. La deuxième chose ici, c'est que vous voyez que ici on est à peine à 0,5. Pourtant le marché a déjà pricé un dollar ayant la même valeur que quand on était ici, en mars 2020, d'accord, quand on était à 1,25, on est déjà revenu à ce niveau-là. Donc pourquoi ? Tout simplement parce que les gens savent que dans 7 jours, il va y avoir probablement une augmentation à nouveau de 0,5, d'accord ? C'est-à-dire que on sera en fait à 1%, puisqu'on était déjà à 0, on était resté à 0,25, on est remonté de 0,25 en plus en mars, et là, en mai, on remonte encore de 0,50, donc on passera à 1% en ce qui concerne les taux directeurs de la Fed.
Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est important de comprendre que l'action du dollar est pas prématurée, mais anticipée ici. Voilà. Donc le 9, on a une forte probabilité que la news sorte, voilà, et que du coup le prix se libère. Tous les retardataires ici vont être punis, puisque tout le monde aura ici acheté la rumeur et vendu la news. C'est complètement ici que vous comprenez l'adage, si vous voulez. Le marché a déjà pricé la hausse en mai, et tout le monde a ici gardé ses dollars, mais au moment où la news va sortir, il est probable que les investissements se libèrent. On sait que les taux sont de 1%, on remet un petit peu du dollar un petit peu partout, ça corrige au niveau du dollar, et ça serait tout à fait logique que ça se passe comme ça. Je vous ai dit le 9 mai, c'est le 4 mai, excusez-moi, c'est dans une semaine, quoi, voilà. Je sais pas pourquoi je parle toujours du 9 mai, peut-être parce que, je sais pas, c'est l'anniversaire de ma filleule, c'est peut-être ça. Donc, à partir de là, je vous ai bien expliqué ce qui peut se passer sur le Dixie. Je vous ai bien expliqué que si Dixie corrige très fortement, et que Dixie peut corriger très fortement, même en cas de hausse des taux, c'est ce que je vous ai montré en 2016, ça veut dire gros bull run pour Bitcoin. Je vous ai bien expliqué aussi que si jamais Dixie remonte à 111, ça veut dire on se prend une grosse tatane. Et là, vous comprenez l'indécision des marchés actuellement. Vous comprenez même pour les initiés, il n'y a pas de signal vraiment, fort pour dire on va aller dans tel ou tel sens, d'accord? Et vous comprenez du coup l'attente, le fait que tout le monde attend, et donc du coup, tout simplement, est dans l'attente par rapport à la fois cette zone d'accumulation, est-ce qu'on va faire un spring, est-ce qu'on va aller plus bas, etc. Maintenant, on va faire un petit peu d'Elliott pour terminer sur ce tweet de @888velvet qui est Elvevetoro, qui lui du coup nous donne une target en Elliott Wave à 160K. Alors comment il nous présente ça en Elliott? Il nous dit tout simplement qu'on a fait une là en 2019. Et que ensuite on a fait une correction de 2, ensuite on a fait une 3 sur le dernier bull run au top, et que là on est dans une correction de 4 en running flat. Je vous parle souvent de cette running flat en Elliott, c'est-à-dire que vous voyez ici on est flat, c'est-à-dire c'est une correction qui est à plat. Bon d'accord, on perd 50%, on regagne 50%, on reperd 50%, mais ça reste une correction à plat. Et lui aussi voit comme moi cette zone d'accumulation ici, et il nous donne une target de 5 à 160K. Tout à fait plausible. Alors pour moi, on est plutôt dans une 1-2 là, d'une grande 3, c'est-à-dire que moi je vois plutôt ça comme une 3 plus grande en extension. Mais tout à fait possible, enfin ça peut être potentiellement vraiment une vision, une vision en Elliott possible. Néanmoins, vous comprenez que c'est un scénario bull. Il faut toujours avoir un scénario bear en Elliott, et ça, je vous en parle souvent. Et pour moi, dans les vagues d'Elliott, quand je vous en parle, ici, je vous parle du scénario bear où on aurait une flat étendue, c'est-à-dire cette running flat, elle tient pas. Au lieu de faire une correction en A, B, C, on fait une correction en W, X, Y, Z, c'est-à-dire que là, on a un spring en Z, hein, c'est tout à fait ça qui est possible. Flat étendue qui, à 123%, nous donnerait un prix de 24 000 $, et à 161,8% d'extension nous donnerait un prix à 11 000 $. Ça, c'est le scénario bear. Le scénario bull, c'est qu'on a déjà fini cette 2. Alors, peu importe que ça soit une 2 ou une 4, ça change des objectifs statistiques, mais c'est pas très grave en soi. L'idée est là. Là, pour moi, on est plutôt en train de dessiner ici une sorte de leading diagonale potentiellement, ou alors une 1-2 dans une 1-2 dans une 1-2. C'est aussi possible, c'est-à-dire des extensions d'une vague 1 qui sera plus grande et qui se terminera là. Les deux cas sont possibles si on est bull, hein. Encore une fois, je vous parle du scénario bull, d'accord? Et là, vous voyez les extensions de cette première vague en 5 qui serait autour de 76 000 $. Donc là, on parle de la vague verte. La première vague, la vague, on va dire, la plus courte ici, nous emmènerait à l'instant jusqu'à 51 000 $. Donc ça, c'est des objectifs qui coïncident pas mal avec des prises de liquidité ici au niveau de la vague 4, là, que vous voyez en descente. Et puis, quoi d'autre? Les objectifs finaux, après, on verra comment ça se déroule. Mais disons que pour ici, à l'instant T, 7.3, on est à minima à 131 000. Et moi dans mes objectifs à moi, par après retracement jusqu'à 90, et ensuite vague des petits porteurs, la dernière vague, ça c'est la vague des institutionnels, ça c'est la vague des petits porteurs, jusqu'au 183 pour moi. Vous comprenez que dans le mouvement pour moi, dans son ensemble, hein, dans les grandes vagues ici, la target elle est de 240 000 $. 240 000 $,
au plus on va dans le temps, au plus cette target d'une certaine manière pourrait augmenter, mais vous comprenez ici et encore une fois que on peut pas être baissier sur BTC quand on voit la chart du BLX mais ça bon, vous avez déjà un tas de gens qui vous l'ont montré, je vais pas passer ici du temps là-dessus, mais quand on voit la chart globale, on va dire, du BLX sur des dizaines d'années, on peut pas être baissier sur BTC quand on voit ça. On joue avec la tendance, nous, donc du coup, on peut pas être baissier en logarithmique quand on voit toutes ces choses-là. Néanmoins, vous comprenez ici que comment dire, on a des niveaux de correction qui vont forcément nous emmener, soit on a terminé cette correction-là, cette vague-là, cette grande vague est finie, soit on peut aller au 24, voire au 11 000, c'est ce que je voulais bien vous expliquer. Mais les targets après, au-dessus, bien entendu, qu'elles sont évidemment très grandes. La question c'est comment va se faire l'adoption crypto, est-ce qu'elle va aller, à quelle vitesse elle va aller, et comment les institutionnels vont rentrer dans cette vague qui théoriquement est la leur. Et on le voit logiquement d'ailleurs sur l'entrée, on va dire, de BlackRock, l'entrée de Goldman Sachs, on le voit avec l'entrée tout simplement même en amont de Grayscale, MicroStrategy, Tesla, les États qui commencent à adopter un petit peu Bitcoin, donc on a eu le Salvador, là maintenant on a la République centrafricaine, donc voilà, et les gens qui commencent petit à petit à adopter les cryptos. Alors en France, moi j'avais vu que c'était un Français sur 12. Personnellement, moi je pense que c'est des grosses bullshit. Je pense que les mecs qui ont fait ces stats racontent n'importe quoi. Ils ont dû diviser le nombre d'adresses en France, le nombre d'adresses Bitcoin connues en France par le nombre d'habitants ou quelque chose comme ça. Mais moi personnellement, j'ai 7 ou 8 adresses Bitcoin. Donc voilà, pour moi ça ne veut strictement rien dire. Néanmoins, aux États-Unis, on sait que globalement, à l'échelle mondiale, on est entre 3,5 et 5% des personnes qui possèdent des crypto-monnaies. Donc, on a encore de la marge pour, si jamais 1 milliard d'individus, ne serait-ce que ça, utiliser les cryptos, ou en avaient, ou les garder, ou les holder, ou les trader, ou bien évidemment, la valeur d'un réseau, c'est son volume de transactions, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, il y a certaines personnes qui voient les choses comme ça. On va vite fait faire un coup de Glassnode, juste sur les favoris, donc du coup on va revenir ici sur BTC et on va prendre donc les favoris, et comme je vous le dis assez souvent, on va regarder un petit peu les adresses à plus de 100 Bitcoin qui pour l'instant sont en stagnation suite à une grosse hausse, les adresses à plus de 1000 Bitcoin qui sont en réaccumulation légère là sur ce dip, le dernier dip, et les adresses, alors là ça nous marque le 24, je pense qu'on peut aller plus loin, ouais voilà, ça sera mieux, tac, hop. On aura 3 jours de plus. Et les adresses à plus de 1000 Bitcoin qui sont en réaccumulation ici. Les adresses à plus de 10 000, pareil, on s'était calmé un petit peu sur le dernier dip et là, on est en train de réaccumuler aussi. Donc là, on parle des 10 000 Bitcoin. Et les adresses à plus de 100, on va regarder ce qu'il y en a. Ouais, on est toujours en train de latéraliser, voire diminuer. Donc les très gros ici reprennent un petit peu et les plus petits sont en train d'acheter un peu moins, de calmer un petit peu l'histoire. À partir de là, ça c'est la sortie des bitcoins des exchanges, donc les bitcoins vont, et là vous voyez que ça s'accélère énormément sur des cold wallets et ne reste pas sur les exchanges, donc ça c'est très bull aussi, ça veut dire que si vous devez vendre tout d'un coup et s'il y a un mouvement de sell-off, vous n'allez pas forcément avoir le temps à l'instant T de faire cette transaction de votre ledger vers l'exchange et puis ensuite de vendre. Donc ça veut dire qu'il y a moins de pression vendeuse. Au moins on a de Bitcoin sur les exchanges, au moins on a de pression vendeuse, d'accord? Ici le Accumulation Trend Score qui lui nous dit qu'on est en train de calmer un petit peu cette accumulation là, c'est-à-dire qu'on avait une forte accumulation, vous voyez qu'on est passé dans le violet étant le 1, on avait une forte accumulation ici depuis les 60 000 $ sur toute la dernière descente. On a réaccumulé en fait dès que ça remonte, dès que le prix remonte, on a une forte réaccumulation. Donc on peut penser ici que ce mouvement est peut-être un petit peu plus l'idée. Alors on va mettre 0 jours, voilà. Là on repasse un petit peu orange, vous voyez. J'avais mis une moyenne en fait, donc voilà, là on verra mieux. Ici on repasse un petit peu orange, donc accumulation qui s'accélère. On avait aussi accumulé sur le dernier dip, mais néanmoins vous voyez que les retail, tout le monde rentre dès que le prix repart vers le haut, ou alors en DCA sur toute la baisse qu'il y a là. Néanmoins je vous l'ai dit beaucoup de fois, en ce moment on a 64%, je crois quasiment, 64% de Bitcoin qui n'ont pas bougé depuis plus d'un an.
c'est-à-dire que là on est sur un comportement de très gros holder. Ici on voit que ça vend à perte en ce moment, c'est-à-dire que les ventes qui se font à perte, donc on a potentiellement des courts termes. Et je vais mettre en pause pour vous montrer ce graphe parce qu'il est intéressant, et ensuite on va clôturer la vidéo. Voilà, je vous montre rapidement ce graphe qui nous donne l'âge des coins, et vous voyez ici que, comme je vous le disais, 63%, là on est encore plus, là ici, 63% des coins n'ont pas bougé depuis plus d'un an, donc 52 semaines. Dans les coins qui ont entre 2 et 52 semaines, vous voyez qu'on est à quasiment 6 millions de bitcoins, donc un petit tiers. Et là il nous reste ceux qui ont moins de 2 semaines. Ce qui a été échangé dans les 2 dernières semaines, c'est 523 000 BTC, et là vous voyez qu'on est quasiment à un niveau 0. Donc au plus on avance dans le temps, au plus les gens hold. Il y a un vrai comportement ici de holder dans la place, qui aurait tendance, bien entendu, comme je le dis, à marquer des situations de bottom. Ensuite, on va regarder le Unrealized, le NUPL, donc c'est-à-dire au niveau des coins qui est en perte, qui est en gain. Et ici, vous voyez que on a à peu près à l'instant T 36% des bitcoins qui sont en perte. Donc ça, il faut le savoir. Vous avez 67% des bitcoins qui en ce moment gagnent et 36% qui sont en perte. Et vous voyez que si on met en lien les deux, ce sont plutôt ceux qui sont en train de vendre en ce moment, puisque vous avez des gens qui vendent à perte. Là. La majeure partie des bitcoins qui sont vendus là actuellement sont vendus à perte. Donc intéressant de voir que en fait le prix se forme principalement sur les bitcoins qui ont été échangés dans les 2 dernières semaines, et surtout ils sont accumulés petit à petit, ils sont aspirés dans les prix qui les intéressent, tout simplement par ceux qui les gardent pendant plus d'un an. On peut voir ça comme ça, c'est-à-dire les Diamond Hands sont en train d'aspirer toute l'offre disponible des mains faibles, des mains faibles. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie pour tout le soutien, etc. Rejoignez-nous encore une fois sur le Discord de manière à échanger ensemble. C'est vraiment un truc très sympa. De plus en plus, là, je peux y passer du temps parce que j'ai à peu près déménagé. Donc du coup, ça c'est bien. Je peux de plus en plus y passer du temps. Vous dire également que demain on fera une analyse assez poussée du procès de XRP, c'est-à-dire essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça peut amener en termes de procès. Donc voilà, si j'ai vraiment le temps de la préparer, alors je promets rien, mais théoriquement c'est un truc que je veux faire depuis longtemps. Parce que c'est important, je trouve, de comprendre pourquoi ce procès a eu lieu, qu'est-ce que la SEC veut exactement, etc. Et surtout en quoi ça a pu même impacter ce bull run d'une certaine manière. Donc voilà, demain je ferai ça probablement. Je promets rien, si j'ai le temps, si j'ai vraiment la possibilité de le faire. Mettez un like, abonnez-vous, activez la cloche des notifications si c'est pas déjà fait. Mettez un like, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est votre manière de rétribuer la chaîne. La chaîne n'a absolument rien à vendre. Elle n'est sous l'influence de personne, mais vous pouvez me rendre l'appareil juste par ce petit geste qui vous prendra quelques secondes, un like, un commentaire. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire, alors c'est dur de trouver des choses qui n'ont pas de lien vraiment avec Bitcoin. Mettez en commentaire, est-ce que vous êtes marié ou pas ? Est-ce que vous êtes marié ou pas, et ce depuis combien de temps? Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé pour aujourd'hui, mais voilà, dans les commentaires à la con, donc mettez en commentaire est-ce que vous êtes marié ou pas, et ce depuis combien de temps. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une super soirée, merci à tous de m'avoir écouté, et vous inquiétez pas, la Lambo elle arrive la Lambo, et bientôt ça va être des montagnes de fric, mais il faut être patient. Si jamais vous êtes encore en train de regarder des vidéos de crypto en ce moment, ça veut dire que vous allez réussir là-dedans. Vraiment, pour moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que vous avez la patience et vous avez compris l'opportunité. Et donc, du coup, vous allez réussir là-dedans, c'est sûr, si jamais vous êtes en train là de regarder des vidéos sur les cryptos. Allez, c'est tout, je me tais. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut.